Bonjour à tous et bienvenue pour cette session. On va parler de réhabilitation. Vous le savez, réussir la transition écologique suppose finalement de transformer notre manière d'habiter les territoires et l'acte de construire. Et dans cette session, nous allons voir comment frugalité et modération peuvent guider notre manière de penser le bâtiment, car en effet, limiter la construction, vous le savez, c'est aussi réduire les émissions. La réhabilitation semble une alternative idéale à la construction neuve, mais est-ce que tous les bâtiments s'y prêtent? C'est un peu ces questions qu'on va se poser. À quelle échelle peut-on penser la reconversion? Et notre premier intervenant qui est avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Madec, architecte et urbaniste et co-auteur du manifeste pour une frugalité heureuse et créative. Donc vous allez nous demander à plutôt ménager et prendre soin de notre territoire. Et en tout cas, Philippe, nous avons hâte de vous écouter. Quelle est la différence finalement entre aménager et ménager les territoires? Parce que ça peut sembler flou ou la même chose pour certains. Aménager vient d'une époque productiviste, industrielle et qui ne tenait pas vraiment compte des lieux qui étaient aménagés. Et nous pensons qu'aujourd'hui, il faut arrêter ce regard productiviste sur le territoire pour ménager les territoires, c'est-à-dire pour en prendre soin, simplement, pour avoir du souci, à la fois pour les milieux, qu'ils soient... qui sont tous habités. Donc voilà, il nous faut prendre soin. Alors, construire ou ne pas construire? Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un non-sens aujourd'hui de se dire de démolir pour reconstruire? Ah oui, c'est totalement imbécile. Enfin, pourquoi détruire encore? Mais pourquoi détruire tout court? Ce qui est déjà là est une énergie en place, de la matière qui est déjà là. Son bilan carbone a été d'une certaine manière ramené à zéro depuis le temps où il est là. Et le détruire ou détruire les structures qui sont là, eh bien, c'est repolluer, réutiliser de l'énergie pour la démolition, pour le traitement des déchets. Et puis pour reconstruire ensuite, c'est une aberration totale. On voit bien, tout le monde n'a pas comprise comme aberration. Alors, depuis ce matin, on a eu pas mal d'intervenants qui sont venus nous parler, nous expliquer aussi leur vision sur ces sujets, sur ces grands défis, ces enjeux quand il s'agit de la construction, en tout cas de cette filière, de cette industrie. J'ai aussi, ce matin, en tout cas, ceux qui étaient là ont entendu beaucoup, il faut construire, il manque des logements, il faut encore construire. Donc voilà, donc la question, elle est simple. Est-ce qu'on a besoin de construire du neuf pour répondre aux besoins de logement? Est-ce que construire du neuf, c'est moins coûteux? Est-ce que c'est moins coûteux que de réhabiliter un bâtiment ancien? Alors, il y a plusieurs questions à votre question. Allez, on va commencer par la première. Donc, qui est, voilà, est-ce qu'on a besoin de construire du neuf? Chaque fois, se poser la question, faut-il construire? Et la réponse n'est pas toujours oui, il faut construire. On peut réemployer, réutiliser les bâtiments, réhabiliter évidemment, et puis simplement regarder autour de nous. À la fin de l'année dernière, il y avait 4 millions de mètres carrés de bureaux vides à Paris et on en livrait 1,3 million. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on sait le nombre de parkings qui sont vides et qu'on ne réutilise pas, il y a quelque chose qui ne va pas. On est à Paris, donc excusez-moi d'en parler, mais c'est à peu près pareil aussi en France. Mais 16% des logements sont vides ici. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc la question, ce n'est pas juste de faire tourner le bâtiment. L'idée, le bâtiment va tout va. Ce n'est pas forcément lié au neuf. C'est la gestion. C'est à la fois utiliser ce qui est déjà là. Tout notre travail est sur ce qui est déjà là, que l'on doit réhabiliter. Et réhabiliter, c'est faire travailler aussi le monde du bâtiment. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un article paru dans Le Monde dans le courant du mois d'août où le directeur général de Bouygues Bâtiment Europe disait qu'en 2050, 95% de l'activité de son groupe serait dédiée à la réhabilitation et pas du tout au neuf. Donc le fait qu'aujourd'hui tout le monde s'est engagé dans cette idée qu'il faut travailler sur l'existant, c'est là, c'est pas acté pour tout le monde, et puis ça n'est pas à généraliser non plus. Il y a des endroits où il est encore utile de construire. Mais il faut arriver à cette décision de la construction en ayant absolument fait le tour de l'ensemble des hypothèses. Vous vous demandiez est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher? Il y a une espèce de doxa comme ça, ou une idée
accepté par tous et jamais mis en cause que ça coûte plus cher de réhabiliter. Je pense qu'en France, on a un organisme extrêmement fort, pertinent, qui est l'ADEME. Et je pense que l'ADEME, on en reconnaît ses qualités en France, mais aussi hors de France. En décembre 2019, l'ADEME a rendu publique une étude dans laquelle il comparait des opérations de destruction, reconstruction et de réhabilitation. Lisez cette étude, le résultat est clair. La réhabilitation est plus rapide, moins chère, moins polluante, moins émettrice de gaz à effet de serre que la destruction ou reconstruction. Et moi, j'ajouterais à ça, ce que l'ADEME ne dit pas, c'est que chaque fois que l'on détruit, on fait de la ségrégation sociale. On fait en sorte que les gens qui étaient déjà là ne puissent plus y revenir. Et on sait bien que ça n'aide pas à la cohésion sociale dont nous avons besoin, simplement pour que les milieux fonctionnent dans leur richesse. Oui, détruire pour reconstruire coûte cher, pollue, etc. et prend beaucoup de temps. Alors, vous parlez de métamorphoser l'acte de construire. Qu'entendez-vous par cela ? Bon, d'une certaine manière, ça fait tellement longtemps qu'on le dit que petit à petit, c'est plus une métamorphose, puisqu'on a l'impression que les gens nous ont écoutés, ou en tout cas que l'industrie elle-même a aussi compris ce qui était en jeu. Métamorphoser l'acte de construire, ben c'est on arrête de couler du béton. Ça, c'est le premier acte. Et moi, je vous dis, on fait une taxe sur le béton armé qui n'est pas la taxe carbone. Parce que le béton armé, c'est le carbone, c'est le sable, c'est l'eau, c'est l'acier, etc., etc. Donc on arrête de couler du béton. Et d'un seul coup, on se trouve face à une richesse infinie de matériaux disponibles, de savoir-faire présents partout sur les territoires. Et on retrouve les qualités culturelles, les qualités humaines et même les différences de territoire qui fait que d'un seul coup, tout devient riche et abondant. Et la frugalité que nous défendons s'appuie sur cette abondance des solutions autres que le générique béton dont on ne sait pas d'où il vient et dont on sait que parfois, pour l'extraire, il faut payer Daesh, quoi. Donc on arrête d'avoir cette posture-là. Il faut sortir de la démondialisation. Il faut sortir d'un système qui fait en sorte que toutes nos décisions sont géopolitiques, mais du côté de la mondialisation, et rentrer dans une logique de géopolitique, mais du côté de la démondialisation. Dès que quand vous mettez en œuvre de la terre, par exemple, et que vous prenez la terre de votre terrain, elle coûte combien, cette terre ? Celle de votre terrain, elle n'est pas cotée en bourse. Vous êtes dans le local le plus immédiat. Vous êtes hors de toute l'économie mondialisée. Alors je sais bien qu'ici, on est dans le lieu où je peux le dire, et je ne pourrais pas ne pas le dire, mais c'est bien ici qu'il faut le dire, quoi. Parce qu'il y a tellement d'industriels qui font des choix pour aller vers la terre, vers les fibres, vers tout ce qui est bio et géosourcé. Enfin, ça se remplit partout, tout ça. Mais il faut prendre des décisions, on va dire, courageuses, de dire, moi, j'arrête de couler du ciment Portland. Donc là, on parle d'innovation, on parle de tout ce qui existe pour justement sortir de cette démarche traditionnelle. Si on a appelé notre mouvement le mouvement de la frugalité heureuse et créative, c'est parce que pour se défaire des habitudes du XXe siècle, il faut être un peu créatif, quoi. Par exemple, arrêter de faire de la climatisation. Donc, parce que la grande erreur, vous savez bien, c'est un bâtiment en béton, 4 façades pareilles, climatisé. Vous pouvez le faire partout où vous voulez. Et ce bâtiment-là va détruire toutes les cultures où il est et l'environnement où il est. Si vous commencez à réfléchir à la ventilation naturelle, à la conception bioclimatique, à l'échange entre votre bâtiment et son contexte, d'un seul coup, vous rentrez dans des enjeux d'innovation très utiles. Et y compris, c'est vrai pour la ventilation naturelle, mais c'est vrai aussi pour les matériaux. Aujourd'hui, bien sûr, les techniques anciennes de la terre sont magnifiques, Pisé, Adobe, tout ça, on adore ça. Mais ça coûte encore cher à cause de la main-d'œuvre. Quand on voit comment, finalement, de nouvelles techniques permettent d'utiliser la terre avec la BTC, le bloc de terre compressé, ou la terre coulée, on voit bien qu'il y a un avenir considérable à changer nos manières de faire. Juste pour finir, mais je n'aurais jamais fini avec ça, mais les entreprises qui savent utiliser les banches savent utiliser une technique et savent très très bien l'utiliser. On ne va pas se passer du savoir-faire des banches. Mais on va arrêter de couler du béton armé
de ciment Portland dedans. Et c'est juste une sorte de retour de l'histoire parce que la banche a été inventée au XVIIIe siècle par les piseurs. Voilà, c'est juste qu'on peut regarder des choses qui sont là, des savoir-faire anciens, les adapter au contexte dans lequel on est. C'est tout sauf du retour en arrière. Le contexte dans lequel on est tellement différent de celui des siècles passés. Les enjeux que nous avons à répondre sont tellement différents, puissants, dangereux que ce qui était avant, que finalement revenir sur des solutions qui se trouvent dans les lieux avec les gens qui savent les utiliser, ça n'est pas du tout faire marche arrière. C'est faire preuve d'innovation. Le pire aujourd'hui est de continuer à faire ce qu'on faisait au XXe siècle, ce qui fait que ce que l'on livre, ce que l'on donne, ce que l'on vend, dans le cas où, est obsolète au moment même où on le donne. Combien de logements vendus aujourd'hui, là, maintenant, là, tout de suite, là, combien de logements ne seront pas capables de faire face à 2050 ? Sans protection solaire, pas isolés par l'extérieur, ou quasiment sans inertie. Et c'est tous les jours, quoi. Gardez ça en tête, le béton coule en permanence, quoi. On a bétonné la planète. Et on continue à le faire. Et on est cool, quoi. C'est bon, quoi. On peut encore un peu. Mon œil, on ne peut plus, quoi. Et c'est pareil pour l'isolation par l'intérieur, avec du polystyrène, les menuiseries en PVC avec des volets roulants en PVC. Enfin, et après, on écrit dessus RT 2020, moins quelque chose, et on est content. Mon œil, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. On le sait bien. En permanence, on le vit. Et le monde des bâtisseurs est responsable de tout ça. Donc, je vous le dis sérieusement. Hein. Il a fallu attendre 2018 pour que l'ONU annonce que 40% des émissions de gaz à effet de serre sont issues de la construction. De la construction. Ajoutez à ça le fait qu'un urbaniste comme moi est aussi responsable d'une partie du déplacement. Vous rajoutez 20% ou 40%. Donc ici, un certain nombre d'entre nous sont responsables de plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Notre monde des bâtisseurs, celui de Batimat, est au cœur de tout ça. Et franchement, si on ne fait rien, à quoi on ressemble, quoi. Il y a une jeune architecte américaine qui s'appelle Carlyle, qui le dit dans une formule très très forte. Elle dit « Je travaille pour une entreprise qui émet plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Je ne travaille pas pour une entreprise pétrolière, je ne travaille pas pour une entreprise aéronautique, je suis architecte. » Voilà. Philippe, justement, donc, depuis ce matin, on parle de notre rapport par rapport à la nature, à l'environnement, à l'impact climatique, à l'urgence climatique. Est-ce que justement l'industrie n'évolue pas? Est-ce que notre rapport avec la nature fait qu'aujourd'hui, voilà, on avait perdu ce lien et qu'on le retrouve maintenant vu face aux défis qu'on a devant nous? Est-ce que l'industrie, justement, elle n'évolue pas dans ce sens-là? En fait, je pense qu'il faut arrêter de généraliser les réponses aux questions. Et il y a des architectes qui, depuis plus de 30 ans, voire plus que 30 ans, réagissent à tout ça. Il y a des entreprises, des sociétés industrielles qui font ce travail-là depuis même aujourd'hui. Moi, je me souviens de la façon dont la HQE, quand elle est arrivée en 97, a fait en sorte que le monde, y compris industriel, s'est mis à réfléchir un peu différemment et à regarder ses productions. Et les premières inventions absolument intéressantes, au moins de 97, mais bien plus que ça. Donc non, tout le monde ne le fait pas, autrement on le saurait, quoi. Et ce serait bien. Tout le monde ne le fait pas, mais grosso modo, tout le monde aussi le fait. Et c'est dans ce mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui que la réponse et la solution est. Je rappelle à notre public que vous allez pouvoir poser vos questions à Philippe. Hein. Philippe, vous serez d'accord de prendre quelques questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, faites-nous signe. Nous avons des micros dans la salle. Voilà, donc vous, Philippe, vous parlez de frugalité heureuse et créative. Donc, comment l'architecture frugale, heureuse et créative peut nous guider justement pour mieux réhabiliter, revaloriser, ménager ce monde où nous habitons, hein? En fait, je vais juste vous montrer. Hop, c'est peut-être ici ou c'est ailleurs. Non, ça va marcher. Ça va marcher. Voilà, merci. Hop. Ça a l'air d'être un peu lent. Donc, je ne vais pas continuer. Le mouvement de la frugalité heureuse et créative qui a été lancé en... C'est moi, ça? C'est vous? C'est parfait.
qui a été lancé à la fin des années, au début 2018, aujourd'hui est un mouvement international avec plus de 15 000 signataires, 5 500 architectes. Ça fait quand même un petit paquet, quoi, hein, de gens qui pensent qu'il faut faire autrement. Et je ne vous parle pas des ingénieurs, hein, je ne vous parle pas de la société civile qui est d'accord avec nous. Et en fait, ce mouvement, donc, qui a été lancé pour dire stop à tout ça, et qui a été lancé par Alain Bornarel, Dominique Gozin-Muller et moi, aujourd'hui n'est plus simplement un manifeste, mais vraiment une activité partagée sur tous les territoires, dans le sens de ce rapport du Club de Rome qui est des facteurs 4. L'Europe a utilisé la notion de facteur 4 pour dire réduisons par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 sur la base de 1990. Donc plus technocratique, vous ne pouvez pas. Hein. On va dire moins sexy, vous ne pouvez pas. Alors que si vous avez lu le rapport du Club de Rome de 97, vous avez le sous-titre qui est le seul projet d'avenir. 2 fois plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Vous comprenez bien qu'on ne va pas demander la sobriété à des gens qui sont pauvres, quoi. Il faut arrêter ça. On ne va pas aller vers le bien-être comme ça. On ne va pas aller vers le malheur. On ne peut aller que dans le sens d'un partage d'une chose positive. Alors, j'ai gardé mon téléphone, excusez-moi, mais parce que juste avant qu'on se parle, j'ai un ami qui s'appelle Yves Perret. Alors, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Hein. C'est un architecte de l'Occitanie qui est un homme magnifique et qui m'a envoyé ce petit message en ayant lu un article paru récemment dans Topophile, magnifique revue en ligne, que je vous incite à lire. Hop, pardon, on va y arriver. Voilà. Un article qui dit que la frugalité n'est pas la sobriété. Et donc Yves le résume comme ça. La frugalité est une qualité de présence attentive et gaie au présent, quand la sobriété est un effort de correction d'un excès maladif. Et il ajoute, la frugalité est une des formes de la légèreté, quand la sobriété fait penser à une malheureuse gueule de bois d'avant-veille. Et si nous en sommes là, c'est exactement comme il a dit, parce qu'on a en ce moment la gueule de bois du modernisme, quoi. On est en train de se payer la gueule du bois du siècle passé. Et ce n'est pas possible que l'on vive avec une gueule de bois. Et ce n'est pas possible qu'on pense à ça. La seule manière de faire, la seule manière d'agir, c'est de penser à plus de bien-être en consommant 2 fois moins de ressources. Parce que sans la consommation réduite des ressources, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Je pense qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais après ça peut déborder, donc il va falloir m'arrêter, mais Alain Bornarel, qui est un des signataires, disait récemment on a gagné la bataille des idées. Je pense que c'est vrai. On a gagné la bataille des idées, mais pas celle du terrain, quoi. Et c'est pour ça que je suis ici aussi, quoi, parce que le terrain, il est là, quoi, hein. On se retrouve tous sur nos chantiers, quoi, ensemble, quoi. Et on fait tous des choses là, matérielles, physiques, quoi. Et ben, c'est cette bataille du terrain-là qu'il faut absolument gagner. Parce que ça ne servira à rien de se dire, ben oui, on est d'accord, quoi, ça ne va pas. Il faut absolument agir, et agir au présent, maintenant, quoi. Merci Philippe. Je ne sais pas si nous avons des questions dans la salle. C'est le moment ou jamais. Moi, j'en ai quelques-unes que je poserai si jamais. N'hésitez pas, vous avez des micros si vous avez des questions pour Philippe. Mais j'ai profité peut-être... Voilà, merci Salma. Donc, j'ai profité peut-être... pour vous poser une question en attendant. Donc, vous dites que notre défi, le défi du 21e siècle, c'est vraiment c'est la réhabilitation du bâtiment existant. Et c'est important. Et ça va nous aider à façonner la ville de demain, Philippe ? Alors, bon, la ville de demain, c'est celle qui est déjà là. Il ne faut pas rêver. Il n'y a que dans certains pays où on détruit encore des villes pour en faire d'autres en moins de 3 ans. Mais ça n'est pas ça l'avenir, loin s'en faut. Philippe Pelletier, qui n'a pas tout à fait mon parcours, Philippe Pelletier et moi, quand on se retrouve, on se dit qu'on est d'accord, quoi. Philippe Pelletier dit les 50 dernières années ont servi à rééquiper le pays. Les 50 années à venir vont servir à le réhabiliter. Et la réalité est tellement là que déjà dans les agences d'architecture, on le voit bien. Dans les concours, on passe notre temps à avoir des villes qui veulent réhabiliter leurs écoles ou des cités qu'il faut réhabiliter. Enfin, la réhabilitation est au cœur des questions qui sont posées aujourd'hui aux architectes, déjà. Oui,
il est absolument indispensable de réhabiliter. Il n'y a pas d'autre solution. Et si vous voulez une raison chiffrée, chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. C'est un chiffre récurrent, ça. Donc, chaque année, on rajoute 1%. Dans ce 1%, quelle est la part éco-responsable absolument durable, c'est-à-dire la part où l'empreinte écologique est égale à la biocapacité? Compliqué à répondre à cette question. J'aurais tendance à dire presque zéro. Donc ça n'est pas avec le 1% que l'on ajoute que l'on va réduire les 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Et on sait bien que ce qui est déjà là, les 99% qui sont déjà là, sont souvent des passoires thermiques, qu'on consomme au-delà de tout. Et donc la réalité du travail à venir, enfin on l'a déjà dit, mais c'est que fait-on avec le déjà là? Et moi, je suis pour qu'on le réhabilite, mais pas dans le sens purement technique. Je ne pense pas qu'il suffise de changer le carburateur des bâtiments ou leur carrosserie pour qu'on sauve la planète. Il faut que l'on se mette à aimer à nouveau le monde dans lequel on est. Parce que réhabiliter, c'est retrouver de l'estime, quoi. Et en fait, c'est dans ce retour en estime vers le monde déjà là, et l'envie absolument d'en prendre soin, de le ménager, et on revient au territoire, que la réponse se trouve. Et ce ménagement ne se fait pas entre professionnels. Ce que nous sommes un peu là tous quand même. Enfin, en même temps, nous sommes tous des citoyens, hein, même si nous sommes des professionnels. Le monde, et c'était dans le titre que vous avez choisi, notre monde est habité. Et on ne va pas... Enfin, qui peut croire que l'on va réhabiter le monde habité sans les gens qui l'habitent? Ah oui, des architectes du XXe siècle. Il y en a quelques-uns qui doivent penser qu'ils sont absolument capables de faire des projets tellement beaux que tout le monde dira « Waouh, qu'est-ce qu'on est bien face à ça ». C'est faux, quoi. Ça n'a plus de sens. On ne peut pas envisager la réhabilitation du monde déjà là sans tout le monde. Et c'est d'ailleurs la seule manière d'arriver à la massification. Je ne crois pas du tout à l'industrialisation de la réhabilitation. Je suis au contraire beaucoup plus attaché au fait qu'on doit aider tout le monde, on doit aider au plus proche de chacun des sujets, ceux qui ont besoin, ceux qui ont envie et ceux qui sont en mesure de réhabiliter leur monde. J'ai été il y a quelques jours à Bruxelles pour l'Alliance Rénolution. La région Bruxelles-Capitale est assez exemplaire, il faut la regarder, entre les contrats de quartier depuis 20 ans, qui est la meilleure manière de rénover la ville, et l'Alliance Rénolution qui a 1 an. Vous avez tous les exemples d'un travail partenarial pour accompagner la société à faire le boulot que les entreprises ne sauront pas faire. Alors moi, pourquoi je suis, c'est qu'on forme les artisans, qu'on aide les artisans sur les chantiers, qu'on les accompagne, qu'on ne leur demande pas de se déplacer, de se former, mais qu'on soit avec eux sur les chantiers pour faire en sorte que tout ça change et que tous ceux qui ont besoin de réponses les trouvent sur les chantiers. Merci. Merci Philippe. Je ne sais pas s'il nous reste quelques minutes, peut-être 1 ou 2 questions de la salle, si vous avez. Ah, on a une question ici. Je me disais, vous les impressionnez, il n'y a pas de question, mais non en fait. Bonjour, je suis charpentier et enseignant. Alors, la ville est déjà construite, je partage tout ce que vous avez dit, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'Île-de-France, et ça va être une question un peu Île-de-France, je suis désolé, c'est le Grand Paris. Il y a 68 gares qui se construisent. On a une ville intramuros qui est la 5e en densité de population au monde. On est dans une densité qui est comparable aux 5 villes les plus denses au monde. Donc cette densité va, grâce au Grand Paris, s'étendre en dehors d'intramuros, autour des gares, c'est déjà en route. À Bagneux, on compte en dizaines le nombre de grues autour de la nouvelle gare qui est en train de se construire, juste du métro. Mais j'imagine pour les gares du Grand Paris. Et actuellement, c'est que du béton. Tout ce qui est construit est que en béton. Quel levier, parce que c'était la question, quel levier on a là, et je parle à l'urbaniste, pour que ce Grand Paris ne soit pas des pavillons transformés en tours en béton. Voilà. Et même Merci. Tous les bâtiments qui sont en train d'être faits pour les Jeux Olympiques, hein, ils devaient tous être en bois. Ils sont en quoi? En béton, voilà. Non, mais il faut que le politique se mette à changer un peu. Moi, je suis pour le changement de génération. Je pense que les jeunes générations sont capables d'entendre et de prendre des décisions différentes de ceux qui sont aujourd'hui à la manœuvre. Et c'est extrêmement indispensable de le faire très vite.
Et après, il y a des questions qui sont des questions de fond. Vous savez, l'INSEE disait qu'en France, 77,5% de la population était urbaine. Et avec ce chiffre-là, eh ben, on a fait des métropoles, quoi. Sauf que c'était basé sur une définition imbécile de l'INSEE. Mais je leur ai dit, donc, et ça a été écrit, donc je peux le redire. L'INSEE disait qu'il y avait urbain quand il y avait 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres. Urbain? On se moque de qui? Depuis 2016, la Banque mondiale, l'OCDE, la Commission européenne, l'IAO, la FAO ont retravaillé sur la définition de l'urbain. Les choses ont été rendues publiques il y a 1 an à l'ONU et acceptées par l'ONU. Et au lieu de travailler sur l'opposition imbécile et très moderniste entre l'urbain et le rural, parce qu'avant, ce qui n'était pas urbain était rural, enfin c'était aussi bête que ça, mais ils ont ajouté des dimensions très intéressantes sur le semi-dense urbain, semi-dense rural, le très peu dense et très très peu dense. Et avec ce travail-là, aujourd'hui, la France est à 39% urbaine, à 33% rurale, et les 30% qui restent au milieu, c'est le semi-dense. Donc vous comprenez que s'engager essentiellement sur les métropoles, c'est déjà has-been, puisque les chiffres qui ont été ramenés par ce travail-là montrent une désurbanisation en cours, en tout cas une baisse de l'urbanisation au niveau mondial. Ajoutez à ça qu'il y a quelques années, la Deutsche Bank a fait une étude sur la population mondiale qui faisait qu'on n'arrivait pas à 10 milliards mais à 8 milliards. Ajoutez à cela le fait que la HSBC, il y a 1 mois, a fait une étude qui dit qu'en 2100, on n'est même pas aux 8 milliards mais à 4 milliards. Bon, c'est une étude qui n'a pas été contredite, donc on ne sait pas encore. Mais en tout cas, l'étude existe, elle a été rendue publique et l'ONU l'a acceptée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait de l'aménagement du territoire, parce que nous, on appelle le ménagement du territoire, il faudrait peut-être se mettre en tête qu'avant la fin du siècle, le monde ne sera pas comme aujourd'hui, quoi. Voilà. Philippe, on pourrait discuter longtemps. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Merci Philippe Madec. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je vous laisse. Merci, je vous laisse regagner votre place et nous allons continuer. Justement, nous avons vu la réhabilitation du bâtiment existant est prioritaire et si nous voulons atteindre la décarbonation d'ici 2050, voilà, il y a beaucoup d'efforts encore, du travail à faire. Mais est-ce que c'est possible à grande échelle? Nous allons continuer cette conversation et pour cela, j'invite sur scène Jean-Paul Philippon qui est avec nous. Merci de l'accueillir. Bonjour Jean-Paul, installez-vous. Vous prenez un petit micro. Donc, est-ce que vous préférez vous mettre là pour vous serez plus à l'aise? Allez, on va faire ça. Super. Donc, je disais, Jean-Paul, vous êtes architecte du patrimoine français, secrétaire général de l'Académie d'architecture. Et parmi vos réalisations, on peut citer la transformation de l'ancienne gare d'Orsay en musée, ainsi que celle de la piscine de Roubaix également, donc pour ceux qui ne connaissaient pas. Et voilà, donc est-ce que je vous laisse... Oui, je vous laisse et puis on va vous... Voilà, exactement. Donc, je vais démarrer avec ça. Réhabiliter une gare ou une piscine ou les lieux culturels, je sais que c'est des défis, des projets quand même assez importants et c'est de taille. Quels sont les défis plutôt quand il s'agit de conserver plutôt que de remplacer? On a entendu Philippe Madec à l'instant, donc j'aimerais avoir votre vision là-dessus. Très bien. Oui, en effet, c'était un défi, réhabiliter une gare et réhabiliter un musée, réhabiliter une piscine, pendant un délai de 10 ans à peu près entre les deux projets. Mais c'était le début de quelque chose. Enfin, le projet du musée d'Orsay, c'est un projet que nous avons commencé en 1979 et nous l'avons achevé en 1986. Et la piscine à Roubaix, c'était
autour des années 2000, parce que je l'ai fait en 2 phases. Il y a une première phase de restructuration, effectivement, de la piscine, du bassin, et une extension, et une seconde extension qui a été livrée en 2018, donc il n'y a pas très longtemps. En effet, habituellement, les musées étaient installés dans des palais, et là, une gare, une piscine, c'était tout à fait inhabituel. Mais dans les 2 cas, les conservateurs de musées, donc les futurs utilisateurs, avaient choisi un lieu et aussi désiraient un projet. J'insiste là-dessus parce que rien ne peut se faire, en tout cas pour un architecte, rien ne peut se faire s'il n'y a pas en face de lui quelqu'un qui désire quelque chose. C'est valable pour tous les types de programmes. C'est valable aussi bien pour les hôpitaux, pour les palais de justice, pour les logements. Il faut effectivement qu'il y ait un désir en face pour faire aboutir un bon projet. Alors, en tout cas, les projets que nous avons faits ont pu leur démontrer que c'était possible, cette transformation, et aussi que les musées qui en résultaient étaient inhabituels. Ça permettait, si vous voulez, l'apport, effectivement, d'un édifice existant à un programme supposé, suscite une créativité qui permet d'offrir quelque chose d'inhabituel. Par exemple, dans la gare, le grand espace, le grand hall de la gare, la grande nef, n'aurait pas été imaginable pour faire un musée simplement comme ça, neuf. C'était pas imaginable. De la même façon, le bassin de la piscine aussi, il était là, il a permis de créer un espace qui est très bien utilisé par le conservateur justement pour faire vivre le musée, pour créer des événements, toutes sortes d'événements, des défilés de mode, des concerts, des spectacles de danse, etc. Et donc, c'est important finalement de tenir en compte justement l'esprit du lieu. C'est important de pouvoir le conserver tout en réfléchissant aux nouveaux usages. Oui, évidemment. Mais je voudrais revenir sur une chose. Vous posez la question, pourquoi conserver le bâtiment existant? Pourquoi conserver le patrimoine existant? Si on retourne la question, pourquoi faudrait-il le détruire? Bon, je rejoins évidemment les propos de Madec tout à l'heure. Mais on peut remonter beaucoup plus loin parce que à la Renaissance, par exemple, un architecte comme Alberti disait si on ne sait rien édifier d'aussi valable à la place, il ne faut pas détruire. Donc la réutilisation a une histoire et il faut en tenir compte. Et cette histoire, en fait, elle remonte tout simplement aux cavernes. On se pose aujourd'hui une question qu'on aurait dû se poser il y a très longtemps et on se serait évité bien des calamités. L'essence même du développement durable, c'est bien de rendre durable ce que l'on réalise, et donc réutilisable plutôt que jetable ou obsolète. Donc la gare et la piscine dont nous avons parlé permettaient des hypothèses de réemploi qui ont marqué une avancée dans la conception des musées et qui sont devenus aussi des lieux de plaisir du public. J'insiste sur cet aspect, c'est-à-dire que le public n'est pas mis à l'écart de tout le travail de conception. Et c'est valable pour l'habitat de la même façon. L'impératif de modernité en architecture a été un mot d'ordre. Ça, c'est le mot de Bruno Latour, le mot d'ordre. Ça a été un mot d'ordre dévastateur. Mais je voudrais revenir sur un aspect qui a été abordé tout à l'heure, c'est celui du coût. Moi, pour les expériences que j'ai eues, réutiliser l'existant n'était pas moins cher que de bâtir du neuf. Le coût, le budget total, si vous voulez, leur était équivalent en neuf. Je ne peux pas dire qu'on a fait une économie de cet ordre-là. Les études sont plus longues, sont plus complexes. Il n'y a pas de recette préétablie, mais ce qu'il faut considérer, c'est le bilan global.
ce qu'on a bâti préalablement a une valeur. Et cette valeur est difficile à reproduire. Donc, conserver ce que l'on a, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement sur le long terme. Voilà. Donc, Jean-Paul, donc on dit souvent que les bâtiments ont un peu plusieurs vies, hein, finalement. Ainsi, dans cette démarche de reconversion, nous voyons des gares qui deviennent des musées ou des musées qui viennent, je ne sais pas, des gares. Oui. Voilà. À quelle fréquence cette transformation est-elle possible, finalement? Ah, ça c'est une bonne question. J'ai publié, enfin, il va apparaître bientôt, un bouquin qui s'appelle L'inachevé et le jeu des métamorphoses. L'inachevé, c'est ça, c'est-à-dire que un bâtiment n'est jamais terminé. Comme une ville n'est jamais terminée. Un bâtiment n'est jamais terminé. On en a un bon exemple avec les cathédrales, hein, même Notre-Dame aujourd'hui. Donc, il se passe des choses dans la vie d'un bâtiment parce qu'il est nécessaire de répondre à de nouvelles demandes sociales, à nouveaux usages qui apparaissent, qui peuvent parfois être édictés sous forme de normes, mais parfois de façon plus souple. Mais le bâtiment doit s'adapter. Et moi, je vois l'exemple sur l'un des bâtiments qu'on a réalisé, c'est l'école d'architecture de Paris-Belleville. Les utilisateurs viennent me voir toujours en disant, voilà, ici, on a besoin de faire un sas, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce qu'on va adapter? Dans le jardin de l'école, on a besoin d'installer des tables, on a besoin de faire ceci, cela. Et je les suis parce qu'ils ont aussi le sens que toute transformation doit être à la hauteur du bâtiment dont on hérite. Je reprends l'exemple des églises et des cathédrales. Si on voit comment, depuis en général le XIIe siècle, parfois jusqu'au XVIIe siècle, ces bâtiments ont été transformés, chaque fois, ceux qui sont intervenus, architectes, bâtisseurs, enfin, se sont posés la question de la valeur de ce qu'ils allaient édifier par rapport aux bâtiments existants. C'est une chose qu'au début du XXe siècle, on a eu tendance à oublier, à omettre, c'est-à-dire qu'on utilisait des bâtiments comme un pis-aller. On considérait que, bon, il y avait une enveloppe, on allait faire quelque chose dans cette enveloppe, mais on ignorait vraiment la valeur de l'édifice dans lequel on s'installait. Alors, finalement, quelle stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie pour réhabiliter tous ces bâtiments à plus grande échelle, tous ces grands bâtiments dans une logique durable? Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, vous m'avez posé plusieurs questions. Déjà, à propos de l'esprit du lieu, je voudrais revenir sur le thème de l'esprit du lieu. Un lieu, c'est plus qu'un édifice. C'est ce qui est là quelque part. C'est-à-dire que quand on parle d'un édifice, on oublie souvent le contexte dans lequel il a émergé. Hein, le terrain sur lequel il est, la complexité du paysage alentour, etc. Donc, le lieu est plus qu'un édifice. C'est ce qui est là quelque part, construit ou non, et dont on éprouve l'existence par les sens et par la raison. Le respect de l'esprit du lieu était déjà une recommandation au XVIIe siècle d'un poète qui s'appelle Alexander Pope, un poète anglais. Respecte l'esprit du lieu, disait-il, regarde dans quel sens court l'eau, etc. Enfin bon, je ne me rappelle plus par cœur, mais c'est... Donc il faut apprendre à apprécier un lieu pour en mesurer toutes les potentialités. Mais il faut aussi qu'existe le désir des nouveaux usages. Ça, j'en ai parlé. Alors,
comment aborder les choses? La forme, dans ce cas-là, précède la fonction. Il faut oublier le fonctionnalisme. Le fonctionnalisme, ça a été une étape, effectivement, qui a permis de se débarrasser peut-être d'un excès de lourdeur, de décor dans l'architecture éclectique de la fin du XIXe siècle. Mais aujourd'hui, le fonctionnalisme est inversé par le principe de la réalité. C'est elle qui est en mesure de façonner les usages, ce n'est pas un cahier des charges abstrait. Pour l'architecte, le projet, c'est donc une dialectique entre les deux, entre la forme et l'usage. Et celle-ci s'exprime, je dirais, par une syntaxe. Et cette syntaxe est une mise en relation des éléments de diverses époques, des formes et des usages, une stratégie d'implantation, d'emboîtement, et cela avant toute écriture formelle. Ce sont les lieux, alors on a cité la gare et la piscine, qui inspirent ces nouveaux usages. Et avec un peu d'imagination, on entre dans ce jeu avec l'existant. Ce projet est un mode de création, si vous voulez. C'est cette manière de jouer qui a été peut-être celle, effectivement, des ancêtres qui ont bâti les cathédrales. Mais bien avant nous, des gens comme Michel-Ange, comme Palladio, comme Borromini, ont produit des œuvres en réutilisant des bâtiments existants, des œuvres majeures de l'architecture. Je pense à la basilique de Vicence de Palladio. Et justement, donc, on parle de durabilité, on parle vraiment des bâtiments voilà, de reconversion, de réhabilitation. Ça implique quand même des réglementations quand même qui sont assez strictes. Hein. Donc, comment est-ce que justement on peut faire en sorte, vous travaillez avec les architectes jeunes et moins jeunes, oui. Comment les informer? Parce que c'est vrai que ça change vite. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec tous les défis qu'on voit en ce moment. Je parle de l'urgence climatique ou autre, mais nous sommes confrontés à pas mal de crises. Et tout ça, et c'est vrai qu'on veut avancer sur ce sujet, et il y a pas mal de choses. Comment les informer? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Si vous voulez, on est dans un système de construction où il y a beaucoup de normes. Il faut surtout en comprendre les principes. Quand on parle des normes climatiques, sont des normes très sévères, les normes acoustiques aussi, les normes d'éclairage. Il faut en comprendre les principes et essayer parfois de ruser avec cela. Moi, dans la plupart des projets que j'ai réalisés, j'ai été amené à ruser. Je cite des exemples. Dans le musée d'Orsay, il y avait un problème d'acoustique. C'est-à-dire qu'on nous imposait, le cahier des charges nous imposait certaines normes acoustiques, temps de réverbération limité, etc. Dès l'instant où on utilisait la nef de la gare, évidemment qu'on avait un temps de réverbération plus fort que ce qui était prévu. Alors, on discute avec le client, on dit bon, ce ne sera pas possible, mais qu'est-ce qui est important dans ce que vous demandez? Ce qui est important, c'est de rendre la voix humaine intelligible. Par exemple, qu'un guide conférencier avec un groupe puisse être compris. Donc, on a fait travailler l'acoustique dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la voûte de la gare ce qu'on appelle des résonateurs Delmotte. C'était une technique utilisée par les Romains dans les murs des amphithéâtres pour permettre comment on peut dire, d'absorber certaines fréquences de la voix humaine, si vous voulez, qui sont à ce moment-là absorbées, et ça atténue la réverbération de ces fréquences. Voilà un exemple. Un autre exemple, des normes d'éclairage, des normes qui sont parfois, vous vous demandez d'où elles sortent, elles sont absurdes. C'est-à-dire que dans les escaliers de l'école de Belleville, on nous demandait 250 lux. 250 lux. Moi, j'ai pris mon luxmètre, je suis allé dans le métro, j'ai pris des mesures dans les escaliers du métro, 60 lux.
Bon, j'ai dit, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un écart énorme. Alors, très bien, on va en rester là où on était, mais on fait en sorte que les luminaires puissent être mis en batterie. C'est-à-dire qu'on met 2 tubes, et bien, si on a besoin de mettre 5 tubes, on met 5 tubes sur le même luminaire, si vous voulez. Donc on a conçu les luminaires de cette façon pour que s'ils ont besoin de plus d'éclairage, ils mettent plus d'éclairage. C'est ça, dans notre métier, on doit toujours être comme ça sur le qui-vive, je dirais, et en mesure de ruser sur des exemples de ce type. Peut-être, Jean-Paul, juste, vous mentionniez tout à l'heure travailler avec les jeunes, justement, vous les écoutez et tout ça, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur dites, vu votre expérience, qu'est-ce que vous dites aux jeunes architectes aujourd'hui qui sont justement dans cette logique de construire durable? Et quel est votre message pour ces jeunes? Le premier message, c'est d'écouter ce qu'on vous demande. C'est-à-dire que, et si vous avez des convictions, il faut essayer de convaincre votre interlocuteur. Je pense que c'est essentiel. C'est-à-dire que il y a trop de projets qui sont faits comme des monolithes. Je pense, Philippe parlait tout à l'heure effectivement des cubes de verre. C'est Tom Wolfe qui parlant des architectes du Bauhaus qui sont arrivés aux États-Unis, ont lancé la mode du cube de verre. Alors, le cube de verre, c'était la réponse à tout. Hein, c'était la réponse à tout. Alors, évidemment, on lui met aujourd'hui du triple vitrage, des verres Parellio, etc. Mais bon, ça reste une absurdité. Alors, voilà, c'est la première chose que j'ai à dire. Mais tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur la réhabilitation à grande échelle. Hein, et ça, j'aimerais bien y répondre parce que je crois que c'est un point essentiel. Parce que la stratégie de réemploi, ça s'étend aussi à l'échelle urbaine. Et il va falloir maintenant faire un tri sélectif dans le fatras que les décennies précédentes ont laissé autour des villes sans aucun discernement. Parce que la ville est un objet qui se métamorphose sans cesse. Et il faut aider les habitants à définir la manière d'en faire le bon usage, de l'habiter pour la transformer de l'intérieur, travailler sur les lieux dans des limites et non plus disperser des non-lieux. L'expression de non-lieu de Marc Auger est, je crois, assez bienvenue pour toutes les extensions qui ont été faites hors de la ville et qui n'ont pas de véritable qualification urbaine. Il n'est pas nécessaire que cette ville s'étale encore en taches d'huile, en poussière diffuse. Et ça, c'est une autre personne qui parlait de poussière diffuse, c'est Julien Gracq. Julien Gracq à propos des extensions de la ville de Nantes. Donc, il va falloir travailler en priorité sur la morphologie urbaine, c'est-à-dire sur les tracés eux-mêmes, sur les espaces publics, faire émerger les potentialités de la transformation du tissu à partir d'un diagnostic de ce tissu urbain, un diagnostic culturel, un diagnostic urbain, un diagnostic technique, et inventer des programmes. C'est-à-dire que l'existant est une source de nouveaux programmes. Je peux dire que la ville du futur ne sera pas futuriste, au sens où on a pu le penser à un moment, mais elle sera inventive, elle sera conciliante. Alors, vous vouliez me poser des questions sur les défis, c'est ça? Absolument. Hein, sur les défis. Alors, les défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui, pour moi, il y en a 3. Hein. Le premier défi, c'est de satisfaire une demande. Et ça, je l'ai déjà dit, cette demande d'habiter, de créer des usages, une demande de stopper l'artificialisation des sols et tirer parti de ce que les générations précédentes ont réalisé de durable dans le sens traditionnel.
Et le second enjeu, c'est de rendre durable ce qui ne l'est pas assez. C'est-à-dire, c'est de consolider, dans tous les sens du terme, par la restauration, par la restructuration, par les isolations, par les performances techniques diverses. Et enfin, je dirais que le troisième enjeu, c'est la beauté. Alors, c'est quoi la beauté? C'est pas cosmétique, les façades, et peu importe. Hein. C'est une capacité créatrice qui est mobilisée avec intelligence pour apporter des réponses innovantes, en tout cas qui puissent aller au-delà de la simple réponse attendue et qui soit digne du bâtiment que l'on réemploie, c'est-à-dire au moins aussi belle, et qui marque une avancée, c'est-à-dire que même dans le réemploi, c'est à la fois beau et ce n'est plus comme avant. Et il y a plein d'exemples comme ça, y compris aujourd'hui, je pense à la Tête moderne à Londres ou même la Fondation Seydoux de piano, ou bien des choses que vous connaissez peut-être moins, le Ljubljana de José Pelčnik. José Pelčnik, c'est cet architecte du début du XXe siècle qui est intervenu dans sa ville de Ljubljana et qui a fait un travail extrêmement intelligent d'aménagement des berges de la rivière, des ponts, de mobilier urbain. On a eu, à l'époque d'Haussmann, il y a eu des transformations intéressantes. Je pense le travail qu'a fait Daviou, par exemple, dans le cadre des transformations d'Haussmann, était un travail sur la ville assez intelligent. Alors, je ne parle pas des éventrements plus tragiques d'Haussmann, mais je parle de ce travail de Daviou et le travail d'Alphand aussi sur les parcs. Pour conclure, moi, je dirais que Vitruve, notre ancêtre, avait raison, c'est-à-dire solidité, commodité, beauté. Et c'est toujours la même trilogie qui est à l'œuvre aujourd'hui et dont on doit tenir compte. Merci, merci Jean-Paul Philippon, merci. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Le temps passe vite. Oui, oui, merci en tout cas. C'était un plaisir de vous avoir. Je vous laisse regagner votre place, Jean-Paul. Je ne sais pas... nous avons pratiquement plus le temps, mais je pense que pour les questions, si jamais vous avez des questions, Jean-Paul il restera avec nous, donc si vous avez le temps de discuter avec lui. Écoutez, maintenant on va passer à l'échelle dans le quartier. Vous allez le voir, nous allons parler des quartiers. Quels sont les défis que pose la reconversion des quartiers entiers? Donc le métropole du Grand Paris déploie actuellement, vous le savez, de grands projets de reconversion urbaine, tels que le village olympique et les gares du Grand Paris Express. Donc nous avons le plaisir d'avoir des panélistes qui sont venus pour discuter de ce sujet. Donc j'ai le plaisir d'inviter sur scène Céline Lins, Laurent Monet et Armelle Langlois. Merci de les applaudir s'il vous plaît. Vous avez tous un micro. Enfin, presque. On va se passer la main. Voilà, donc juste petit mot rapide. Donc, Laurent Monet, donc, vous êtes le maire adjoint de la transformation écologique à la nature en ville, à la démocratie alimentaire et à la commande publique pleine commune. Céline, vous êtes la directrice de projet Village des athlètes des JO 2024. Et Armelle Langlois, donc vous êtes directrice du pôle performance durable Vinci Construction en France. C'était juste pour faire les présentations très rapidement. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai eu l'occasion d'écouter Philippe Madec et aussi Jean-Paul Philippon. Peut-être une petite réaction très rapide des uns et des autres sur ce que vous avez entendu et puis on rentre directement dans les projets de manière concrète. Ça doit marcher? Non, ça doit marcher tout seul. Allez-y, pour voir. Micro, régie. Oui, celui-là marche. Oui, bonjour à toutes et tous. Peut-être, deux réactions par rapport aux deux interventions précédentes. L'une sur la toute dernière, et effectivement, je voudrais rebondir sur
la notion de beauté ou d'esthétisme auquel je suis également extrêmement attaché. Notamment sur la question de l'économie circulaire, parce que je trouve que c'est un enjeu très fort. Si on veut développer l'économie circulaire, le réemploi en particulier, il est impératif qu'on donne envie et que donc ce qu'on reconstruit ou ce qu'on réhabilite, ou ce qu'on réemploie en tout cas, soit suffisamment beau pour que les gens en aient l'envie et en tout cas n'aient pas l'impression, comme ça peut arriver parfois, d'une forme de dégradation ou d'un service moindre, de moindre qualité qui serait rendu par le réemploi. Et puis après, sur la première intervention, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et auxquelles j'adhère pour la plupart, même s'il faudrait certainement mettre des bémols et on le fera peut-être dans l'intervention. Mais en tout cas, oui, pour ce qui nous concerne à la ville de Saint-Denis, dans notre nouveau mandat, puisqu'on est une nouvelle équipe qui sommes arrivés en responsabilité au mois de juin 2020, donc il y a 2 ans à peine, on a comme première mesure déclaré l'urgence climatique, mais comme mesure assez rapide derrière, on a décidé de ne pas construire ou de ne pas détruire un certain nombre de bâtiments qui étaient dont la destruction ou la construction était prévue. On a décidé de ne pas construire un conservatoire, non pas pour ne pas rendre le service attendu, mais parce qu'on a pensé qu'on pouvait le faire autrement avec d'autres bâtiments répartis davantage sur le territoire de notre ville. On a décidé de réutiliser, réemployer le commissariat de la police nationale qui venait de déménager pour y mettre notre police municipale. Et dans le cadre de la rénovation urbaine, on a décidé de ne pas détruire tout un bâtiment dont la destruction était prévue pour essentiellement des raisons qui nous a semblé que le bâtiment pouvait encore servir à sa fonction, d'une part, et que aussi pour les raisons écologiques que j'ai évoquées tout à l'heure, il nous semblait que c'était pertinent de le laisser debout. Voilà, donc quelques réactions. Merci Laurent. Peut-être Armelle, juste, on va tester l'autre micro pour voir si ça fonctionne. Ça devrait fonctionner. Allez-y. Ah, non, ça marche pas. On va récupérer. On va essayer avec celui-là aussi. Gardez-le. Allez-y. Oui. Donc là, ça marche ? Ouais. Oui. Pour aller un peu plus loin, moi, ce que je remarque, c'est qu'on doit absolument changer notre vision économique. Et donc là, je parle de la partie économique de l'économie circulaire. C'est-à-dire que, quelles que soient nos interventions, que ce soit du neuf ou de la réhabilitation, il faut absolument maintenant qu'on regarde les bâtiments comme étant des banques de matériaux pour le futur. Pour maintenant et pour le futur. C'est-à-dire qu'il faut déjà, quand on construit, se dire qu'on construit pour ne plus jamais avoir à détruire. Donc là, ça nous pose plein de questions, des questions de structure. Quel type de structure? Pourquoi est-ce que je construis? Quelle hauteur? Quelle trame? Quelle façade? Est-ce que mes façades sont démontables? Est-ce qu'elles sont démontables partiellement? Est-ce qu'elles sont démontables complètement? Comment est-ce que j'anticipe les futures normes, les futures réglementations? Et en fait, je pense que on est dans un moment de transformation où de plus en plus de gens se posent ce genre de questions, où, je veux dire, l'entreprise aussi a son rôle à jouer, à proposer des solutions constructives qui soient démontables, qui soient réutilisables, qui soient versatiles. Voilà. Et je dois dire qu'il y a un très très beau laboratoire, comme ça fera la transition, de ce genre de thématique justement avec tout ce qui est village des athlètes, où on a pu mettre en œuvre beaucoup d'innovations. Et du coup, je te laisse la parole, Céline. Oui, je reprends le relais. Alors, moi, je dirais en réaction, en fait, je vais parler pour le cas pratique qui est le mien, le village olympique. Je pense qu'il faut apporter un peu de nuance à ce qui a été dit jusqu'à présent. Oui, absolument, parce qu'on parlait du tout béton, on bétonne tout. Alors non, il y a beaucoup de bois. Mais je vais en reparler. Il y a beaucoup de bois. Je voudrais quand même rétablir une vérité sur le sujet. Mais avant ça, en fait, je pense que ce qui est important, c'est que ça a été dit jusqu'à présent, on va devoir reconstruire ou retravailler la ville sur la ville. Et en fait, quand on part de ce postulat, il y a un écosystème des habitants,
des constructions existantes. Qu'est-ce qu'on en fait? On prend un diagnostic et on se dit qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on pérennise. Alors le cas spécifique du village olympique a ses raisons qui font qu'on a abattu pas mal de bâtiments, mais parce qu'il fallait qu'on densifie aussi. On accueille énormément d'habitants par la suite. On construit un village qui n'est pas que destiné à accueillir les athlètes. Ce qu'on construit, c'est un bâtiment, un quartier qu'on appelle un héritage, dans lequel en fait 12 000 personnes vont venir vivre après les Jeux Olympiques. Donc c'est une greffe, une ville, un morceau de ville plutôt, qu'on cherche à concevoir et qui, à l'occasion, accueillera entre-temps les Jeux Olympiques. Ça nous oblige à penser la reconfiguration du site et donc des bâtiments pérennes avec des plateaux libres qu'on va pouvoir reconvertir dès qu'on aura dès qu'on aura terminé les Jeux Olympiques, qu'on va pouvoir reconvertir en logement avec un faible coût en matière de réemploi parce qu'on essaye de garder un maximum de l'existant et de ne réutiliser que ce qui est nécessaire. Et donc d'avoir cette vision plus long terme finalement. En fait, et puis c'est de penser des bâtiments, effectivement, tu le disais Armelle, en fait, qu'on ne veut pas avoir à démolir par la suite. Alors c'est des bâtiments en partie en béton bas carbone, mais aussi beaucoup en bois, de la structure bois. On a des bâtiments qui sont simplement sur un socle béton, puis dans les étages on monte en charpente bois, plancher bois. Les façades sont 100% en bois sur le lot qui nous concerne. Les isolants sont en laine de bois, donc il y a quand même du bois, donc je préférais quand même le préciser. Et l'idée effectivement d'avoir un fonctionnement en circuit court a été essentiel. Donc il y a 30% du bois est français, le reste du bois on a essayé de s'approvisionner dans une proximité immédiate en Europe. Et donc ça c'est quelque chose d'important parce qu'on pense sur le long terme, on pense aussi la vie du quartier une fois que les bâtiments seront livrés. Comment les habitants vont vivre dans ce quartier, comment on va aussi leur offrir les capacités d'intégrer les modes de vie qui vont devoir être les nôtres face au changement climatique. Comment on vit dans un bâtiment, comment on gère sa ressource. On essaye de travailler ces sujets-là, y compris au moment de la construction. Alors tout ça est très intéressant, mais j'imagine la reconversion des quartiers entiers. Ça, c'est un vrai défi. Hein. Là, on est en train de s'attaquer vraiment, peut-être Laurent, pour vous, de votre perspective, en tout cas de maire, comment vous voyez les choses ? Oui, je dirais qu'on est à un moment un peu clé pour notre territoire, en tout cas, hein, un moment clé de transformation. En effet, c'était un territoire industriel, donc en fait, c'est vrai que les questions qui ont été évoquées de conservation se posent peut-être un peu différemment, parce que simplement, le territoire s'est transformé au plan même, et pas seulement le territoire, en fait, hein, la société elle-même. Sur le site, par exemple, de la ZAC Saulnier, qui est une ZAC sur laquelle est en train d'être construite le centre aquatique olympique, et où demain apparaîtra également un nouveau quartier. Eh bien, on avait là une usine qui produisait du gaz à partir du charbon. Bon, on peut se dire qu'aujourd'hui, on n'a plus effectivement vraiment besoin de ça, quoi. Alors, il y a des bâtiments qui peut-être peuvent justifier d'être conservés et être transformés, mais on voit bien quand même que massivement la destination du territoire s'est transformée et qu'aujourd'hui on a aussi besoin d'habitat, qu'il en manque. On a des files d'attente entre guillemets sur auprès des bailleurs sociaux par exemple du territoire qui sont très conséquentes. Donc il y a une demande de logement, on a besoin de ces logements. Il faut les construire. Donc il y a une opportunité en ce moment et les Jeux Olympiques constituent une opportunité d'accélération en fait, hein. On l'a évoqué à l'instant, mais c'est vrai que très certainement la ville ne se serait pas transformée au même rythme si on n'avait pas eu les Jeux Olympiques. Et donc on voit émerger un quartier en très peu de temps, quartier qui apporte énormément, on vient de l'évoquer, en termes d'évolution technologique, de manière de penser l'habitat d'une part, mais aussi de le réutiliser, de le faire bouger. On n'est peut-être plus très loin de la ville en Lego, en fait, hein, tel qu'on l'imagine là et tel que les bâtiments sont en train d'être construits aujourd'hui sur le village olympique. Donc voilà, c'est une vraie opportunité pour nous. Après, le village olympique, c'est une petite partie de la ville. On a aussi, c'est vrai qu'on est un territoire en très grand mouvement. Il y a un très très gros programme de rénovation urbaine parce que, en effet, pendant des années, on a construit de manière
erratique, en tout cas, et sur des bases dont on a très vite vu les limites. Mais là encore, on essaye précisément sur ces programmes de rénovation urbaine de limiter la destruction, de réhabiliter autant qu'on peut. Voilà. Et on a évidemment les chantiers du Grand Paris Express avec des nouvelles gares qui apparaissent. Et puis, globalement, un certain nombre d'autres aménagements qui sont évidemment nécessaires pour le développement d'une ville, en particulier sur les espaces publics. Je suis en charge des espaces publics au niveau de Penn Commune. Et là aussi, il y a un enjeu fort de place de la nature qu'il nous faut réfléchir. Et d'ailleurs, ça pose des questions qui ont été évoquées tout à l'heure sur la question de densité. Si on pense, alors effectivement, on peut se reposer des questions autour de la destination ou de l'évolution des métropoles telles qu'elles sont aujourd'hui et de leur densité. Encore une fois, le fait est qu'aujourd'hui, on a besoin de bâtiments, on a besoin de logements. Il y a de la demande pour ça. Et donc, si on veut éviter l'étalement, si on veut préserver des espaces verts au pied des logements, eh bien, il faut se poser la question de construire en hauteur. C'est aussi ce que le village olympique fait, puisqu'on est en gros à du R+10 en gros sur le village olympique, quoi. Voilà. Donc une vraie opportunité, mais justement quand on parle de jeux, on n'a jamais dans le passé parlé des jeux durables, donc les jeux n'ont pas bonne réputation, n'ont jamais eu bonne réputation, mais justement c'est un vrai défi. Donc du coup, Céline, peut-être, comment ça se passe, hein, on parle de durabilité de ces projets qui sont quand même des gros projets. Est-ce que vous prenez en compte un peu toute cette particularité locale dans laquelle vous vous intégrez et pour travailler justement avec des acteurs qui vont apporter des réponses pour avoir cette performance durable que vous recherchez? Alors, je laisserai peut-être Armelle compléter aussi, mais on a, sur le volet technique, en termes de construction, on a l'opportunité sur ce projet-là de pouvoir se lancer dans une somme assez importante d'expérimentation. On a pu concentrer le tir en fait d'un ensemble de démarches innovantes avec l'obtention d'autorisations spécifiques pour mettre en œuvre des procédés constructifs qui ne sont pas encore certifiés aujourd'hui. On a un bâtiment par exemple qui nous permet de recycler plus de 80% des eaux usées. Je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long, on perdrait trop de temps, mais on a en fait, ça nous permet aussi d'être un labo de ce qu'on pourrait développer sur d'autres chantiers pour concevoir ce que serait la construction de demain. Donc évidemment, on a parlé tout à l'heure de la conception bioclimatique, mais sur comment on fait pour gérer la ressource en eau quand elle devient de plus en plus rare, comment on réutilise les eaux usées dans un même bâtiment, enfin voilà, toutes ces choses-là, on les teste, on les travaille, on a concentré le tir pas d'innovation, mais de choses assez performantes ou récentes. Bon, l'usage de panneaux photovoltaïques, c'est pas innovant, mais voilà, qui vient se cumuler avec un réseau de chaleur, avec d'autres systèmes de chauffage. On a, peut-être Armelle, tu compléteras sur la partie de votre projet, puisqu'on se partage, on est 3 groupements à construire sur le village olympique, on n'est pas tout seul. Et donc c'est important, mais après, il y a aussi d'un point de vue social et sociétal un gros travail qui est mené par nos équipes, on a conscience en fait qu'on est en train de construire quelque chose qui doit se greffer sur un territoire. Il faut qu'il s'ancre avec l'habitat. C'est compliqué parce qu'en réalité, sur ce site, il y avait peu d'habitants. On va faire arriver de nouveaux habitants. Comment on arrive à donner une identité qui soit en lien avec l'existant, avec les acteurs du territoire. Il y a tout un travail avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer notamment dans les rez-de-chaussée des bâtiments des espaces de vie commune, des sortes de, de places de quartier, de MJC, appelez ça comme vous le souhaitez, où ce qu'on voudrait, c'est que l'esprit en fait du territoire soit insufflé, mais qu'il y ait quand même aussi une identité spécifique qui émerge de ce quartier. Armelle, vous voulez réagir sur l'aspect performance durable, hein? Je dirais que l'enjeu majeur pour l'entreprise, et je pense que ça va beaucoup plus s'accélérer dans les prochaines années, c'est de l'acceptabilité du chantier, l'acceptabilité de cette transformation. Et moi, je le vois de plus en plus, même en fait, il faut absolument qu'on arrive, de toute façon les demandes sont là, on nous demande mais est-ce que vous êtes capable de me faire un chantier qui ne se voit pas? Vous pouvez me faire un chantier furtif s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me faire un chantier qui dure 3 mois pour construire, je ne sais pas trop. En fait, il faut absolument, évidemment, qu'on travaille tous ensemble. Donc, Céline parlait de concertation, vous parliez d'acceptabilité, etc. Et
je dirais pour le plus gros enjeu pour l'entreprise, c'est d'arriver à développer finalement des nouvelles solutions technologiques, techniques, qui évidemment embarquent beaucoup de choses existantes, mais qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite et aussi surtout d'inclure les gens dans la construction des ouvrages. Je m'explique. Il y a des manières de préfabriquer, où on peut préfabriquer au pied des bâtiments en insertion avec les gens qui vivent autour. Ça nous permet, nous, de leur proposer justement des parcours de qualification. Ils peuvent ressortir avec des diplômes. Il y en a qui deviennent conducteurs d'engins, il y en a qui deviennent bardeurs. Et tout ça, en fait, ça permet de rendre finalement ces grandes transformations beaucoup plus acceptables. Et puis après, il y a un deuxième enjeu, je dirais, qui est l'attractivité des métiers de la construction. Où de toute façon, les gens, on le voit bien maintenant, veulent de plus en plus des projets qui soient socialement acceptables, environnementalement acceptables, qui prennent en compte la préservation de la biodiversité, qui prennent en compte le bien-être, qui prennent en compte la qualité de l'air, qui prennent en compte les émissions de gaz à effet de serre, qui contiennent une grosse part de réemploi. Je peux continuer à l'infini comme ça, mais en fait, c'est des vraies demandes d'absolument tout le monde dans la société civile. Et je pense qu'on a tous, que ce soit les aménageurs, le politique, la finance, le constructeur, l'architecte, on a tous notre petite pierre à jouer. Et je pense vraiment que c'est conjointement qu'on va arriver à faire tout ça. Je pense à un autre projet qui est dans une autre région de France. Ce projet est absolument passionnant, c'est une restructuration de quartier. On est en plein centre-ville, on est dans une métropole, on est en plein centre-ville, on est dans une métropole dense. J'ai 20 espèces protégées. C'est absolument génial, voilà, de travailler là-dessus. Je me dis, quand je regarde, ne serait-ce que dans notre pratique, il y a 10 ans en arrière, personne n'aurait détecté qu'il y avait des espèces protégées. Maintenant, on sait qu'il y en a, on sait tous qu'il y en a, on fait attention, on regarde. Et puis, au lieu de planquer ça, j'ai envie de dire, parce que on le faisait tous à un moment, parce qu'on ne savait pas. Je dis bien parce que c'est par ignorance. Maintenant, on le sait, on le fait, et on essaie de trouver des solutions, de développer des solutions pour permettre justement à toutes ces espèces de continuer à avoir ce qu'il leur faut pour vivre, se reproduire, etc., tout en continuant d'aménager les quartiers. Merci Armelle. Et Laurent, pour vous, justement, vous parliez d'opportunités, le projet de Paris 2024, mais est-ce que finalement ça a été simple, l'acceptation en tout cas pour les concitoyens d'un tel projet qui est quand même important? Quelles étaient un peu les contraintes et les défis que vous avez pu rencontrer pour intégrer un tel projet dans votre quartier? Précisément, pour reboucler peut-être sur ce qu'on évoque autour du réemploi, de la déconstruction, de la reconstruction, la réhabilitation de l'existant en quelque sorte. Nous, ça fait quelques années en fait qu'on pousse une démarche qu'on a appelée le métabolisme urbain, qui a vocation à adresser en quelque sorte ces différents enjeux environnementaux, sociétaux et locaux d'une manière générale. Donc ce métabolisme urbain, il a justement comme ambition de ne plus démolir outrageusement, d'éviter, comme je le disais tout à l'heure en introduction, d'éviter de déconstruire, de réemployer au maximum les bâtiments quand c'est possible, mais quand il faut, malgré tout, parce que l'histoire est là, que l'usage est trop éloigné, l'usage futur est trop éloigné du bâtiment actuel, et qu'il faut déconstruire, alors le faire de manière pertinente, en réemployant, recyclant, réutilisant au maximum les matériaux, les objets qu'on peut trouver sur place. Ça a été le cas notamment, je reprends l'exemple de la ZAC Saulnier et du centre aquatique olympique, puisque juste après quand même la centrale à charbon
que j'ai évoqué, il y a eu le centre de recherche de Gaz de France, puis Engie, qui était sur place. Et en fait, c'est un vraiment des projets emblématiques pour nous en matière de métabolisme urbain et de réemploi. Ce projet, il a fait l'objet d'une déconstruction sélective très fine qui a permis de réaffecter un maximum des objets, des matériaux qui ont été trouvés sur site. Et par ailleurs, il a permis aussi de dépolluer toute une surface qui l'était gravement, quoi. Donc, métabolisme urbain, pour nous, c'est à la fois un enjeu environnemental parce que on économise la ressource, on économise évidemment en émissions de gaz à effet de serre, en évitant parfois des déconstructions, en réemployant au maximum un certain nombre d'objets, mais aussi et surtout en limitant les déplacements de camions. On parlait de l'acceptabilité par les habitants. Un des problèmes conséquents dans ces chantiers, c'est quand même la circulation d'un petit paquet de camions là, qui circulent de manière permanente. Donc évidemment que si on arrive à limiter... Alors je sais que par exemple sur le village olympique, on reconstruit le béton, on produit le béton directement sur le chantier. Mais aujourd'hui, on est à recycler des matériaux, donc parfois du béton, pour le réinjecter dans du futur béton. Bah, tout ça, quand ça se fait sur place, ça évite des déplacements de camions. Par ailleurs, nous, on a la Seine qui a permis aussi de limiter un grand nombre de déplacements de camions. Donc ces enjeux d'acceptabilité, évidemment, ils sont pris en compte par cette démarche aussi. Et puis enfin, il y a un enjeu d'emploi local, de développement. Ça a été dit tout à l'heure aussi. Je pense qu'il faut qu'on aide aussi notre tissu, essayer d'attendre de nos habitants aussi, notre tissu sociologique et socio-économique, à s'adapter aussi à ces nouveaux métiers du réemploi, de la reconstruction, nouvelles énergies, etc., quoi. Et donc, voilà, pour nous, métabolisme urbain, c'est un peu tout ça, dans un environnement, dans un territoire qui est dans une telle transformation que si on ne porte pas ça, eh bien, jamais on ne tiendra nos ambitions de plans climat territoriaux sur l'air et l'énergie. C'est une condition sine qua non, en fait, à l'atteinte de nos objectifs de neutralité carbone et d'économie de ressources, de limite de la baisse de la biodiversité, par exemple, quoi. Alors, Céline, sans rentrer dans les technicités, quels sont les défis que vous avez rencontrés sur ce chantier? Beaucoup, j'imagine. Déjà le délai. Puisqu'on est, on est quand même sur un planning assez contraint, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, donc voilà. Après non, c'est la question de la réversibilité, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'était vraiment concevoir des bâtiments sur du long terme avec des doubles usages. On a une innovation sur le village olympique qui est permis par une loi spécifique dédiée au JO, qui a permis en fait de déposer des permis de construire qu'on appelle à double état, où en fait on peut prévoir deux destinations pour le même permis de construire. Donc ça nous permet d'expérimenter, de voir quel modèle. Alors, je suis désolée, ça reste un peu technique, mais voilà, ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps pour la suite parce que ça veut dire penser un bâtiment pérenne sur du long terme et comment on va le rebâtir. Évidemment, il y a les habitants autour, la vie au quotidien, la sécurité qui est extrêmement importante aussi. Il y a de très fortes contraintes sur ce volet-là. Et puis... contraintes juridiques, réglementaires Et oui, en fait, alors, et c'est ce que j'allais y venir. Et le gros sujet aussi, c'est que les innovations que l'on pousse, il faut qu'elles soient accompagnées par un cadre juridique et réglementaire qui nous permette de les mettre en œuvre. Alors, c'est pas simple aujourd'hui encore. On pourrait innover beaucoup plus sur notre territoire et sur les chantiers, mais il y a tout un contexte réglementaire qui fait que souvent on se décourage, on rencontre des freins. Là, on a un écosystème et un cadre qui nous permet d'aller, je dirais pas plus vite, mais en tout cas de dérouler plus facilement. C'est pour ça aussi qu'on est un labo, comme on l'expliquait tout à l'heure. Donc voilà, contraintes de temps, contraintes réglementaires, contraintes de budget, évidemment, et puis du contexte aussi géopolitique qu'on vit tous aujourd'hui. Mais c'est, je dirais, la réalité pour tous les chantiers et tous les opérateurs. Voilà. Absolument. Et il y a quelque chose, Laurent l'a mentionné tout à l'heure, mais voilà, cette collaboration justement multi-acteurs, comment ça se traduit sur le terrain? Parce que finalement, entre le quartier, les projets, les constructeurs, donc il y a toutes les parties prenantes, mais aussi les citoyens, les habitants. Donc c'est important d'avoir tout le monde pour pouvoir avancer dans le bon sens et justement trouver des solutions à ces contraintes et à ces enjeux dont nous venons de parler. Donc comment ça se passe sur le terrain? Peut-être, c'est une question que je peux poser à tous les trois. Donc,
Je peux y répondre, mais c'est vrai que typiquement, en particulier dans le quartier dont on parle là, le quartier de Pleyel, qui cumule une multitude de chantiers, puisqu'on a la gare du Grand Paris Express, qui sera une des plus grandes gares du réseau, qui est juste là. Il y a le village olympique. Il y a par ailleurs une grande passerelle qu'on est en train de construire au-dessus des voies, qui est une des plus larges en Europe. Donc voilà, il y a des chantiers qui sont titanesques et qui génèrent un peu ce que je disais tout à l'heure aussi, potentiellement des camions qui se déplacent et de la gêne pour les habitants. Et donc là, c'est la puissance publique quand même aussi qui doit agir et qui assure, alors là en l'occurrence sur ce chantier c'est précisément le cas, il y a des instances de coordination de l'ensemble de ces chantiers, notamment sur les aspects de circulation, sur les aspects de gêne que peuvent occasionner ces chantiers au-delà des camions, des poussières qui sont générées, etc. Donc il y a des instances de coordination et entre les différents maîtres d'ouvrage que sont la Solidéo, l'État pour un certain nombre, puisqu'il y a l'échangeur Pleyel juste à côté, Pleine Commune, le Grand Paris Express pour la gare. Donc il faut avoir ces instances-là pour élever des alertes de temps à autre quand c'est nécessaire, quoi. Donc ça, c'est une forme d'organisation. C'est vrai que c'est particulier, On est à un moment sur ce territoire-là particulier qui est un cumul de chantiers de transformation, encore une fois, vraiment gigantesque et qui nécessite ce type de bonne coordination entre les différents acteurs, quoi. Armelle, peut-être une réaction? Je vais dire une platitude, mais j'ai envie de dire bien parce qu'il y a énormément de choses qui ont été anticipées. Il y a eu énormément d'études, de projections. Enfin, c'est quelque chose qui a été quand même extrêmement travaillé. Il y a eu beaucoup d'ingénierie, il y a eu beaucoup d'études, notamment Et j'ai envie de dire, à partir du moment où il y a un dialogue et que ce dialogue est maintenu entre les différentes parties, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Enfin, je veux dire, on est tous là pour faire avancer le même projet. Et Céline, peut-être vous sur cette question, mais aussi sur un peu l'attractivité du projet, justement des jeux. Paris 2024, c'est très sexy à vendre d'une certaine manière et pour attirer des talents. Pas que. Est-ce que ça a été j'imagine vous avez recruté pas mal de monde aussi, donc c'était facile d'attirer des talents pour venir travailler. Je pense que à ce stade, pour mon ressenti, c'est pareil. En fait, c'est la même chose parce qu'on est certes sur un chantier emblématique, mais il faut entre guillemets redonner envie aux jeunes de venir travailler dans ces métiers du bâtiment. Et c'est pas juste l'effet JO qui va suffire. Donc il y a un vrai travail de valorisation des métiers, des métiers du bâtiment. Il y a un vrai travail aussi de féminisation. Alors pour le coup, j'en parle un peu, mais on est une équipe très féminine où il y a beaucoup de femmes, y compris sur le chantier. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas, mais il faut en parler parce que attirer les filles qui sortent d'école ou qui ont envie de s'engager dans ces études-là, aujourd'hui, c'est pas si évident. Donc il y a un vrai sujet là-dessus quand même. Vous dire qu'il y a un effet JO, je ne sais pas vous dire aujourd'hui, on est le nez dans le guidon parce qu'on a des dates à retenir. Et puis un objectif qui pour moi est le plus important, c'est aussi cette phase héritage. Enfin, je leur dis, je suis désolée, j'ai que ce mot à la bouche, mais la greffe, quoi, je veux que ça prenne. Et du coup, c'est un vrai travail que je pourrais souligner quand même pour redonner peut-être envie. Et c'est au-delà des JO, je pense que c'est en fait... On est juste en train de développer, je ne vais pas dire une nouvelle manière de faire la ville parce que ce serait prétentieux ou trop ambitieux, mais en fait, ce qu'on constate tous, c'est quand même qu'on avance souvent, on a beaucoup avancé ces dernières années en silo, chacun dans son monde, dans son domaine, en croisant peu les expériences, en communiquant assez peu. Et là, face à tous ces défis de changement climatique, d'inclusion sociale, d'insertion, etc., il faut associer les habitants, etc. Tout d'un coup, on apprend à décloisonner, à avoir une vision plus globale des choses et des projets.
Et on ne se projette pas de la même manière, ou on ne réfléchit pas les projets de la même manière. Quand vous êtes simple constructeur, penser la pérennité du bâtiment, c'est peut-être pas inné, ou en tout cas c'est pas forcément ce qu'on vous apprend. Moi, c'est pas ce qu'on m'a appris quand j'ai démarré, en fait. Je l'ai appris après avec le temps, en suivant ces tendances. Poser tel matériau plus qu'un autre, ou de telle manière, concevoir de telle autre manière pour que le bâtiment dans le temps vive. C'est pas juste s'arrêter au temps de la livraison, au moment où je redonne les clés du bâtiment, puis je m'en vais, et puis débrouillez-vous avec le bâtiment, quoi. Et donc il y a tout un mode de pensée, une organisation différente avec, moi je crois vraiment à l'intelligence collective et au fait qu'en croisant les expériences, on trouve de nouvelles façons de faire et de communiquer, et de concevoir les projets. Donc on parle de laboratoire. On peut parler d'innovation, hein. J'imagine, vous avez aussi réfléchi dans l'écosystème, dans le quartier, d'avoir un peu tous ces corps de métier qui finalement apportent un peu plus d'innovation pour répondre aux enjeux dont nous venons de discuter. Est-ce que vous avez testé des innovations, par exemple, je sais pas, on parle de bâtiments bas carbone, on parle plutôt de bâtiments bioclimatiques. Quelles sont les innovations qu'on voit sur le terrain? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez en parler rapidement ou Alors, moi, je vais parler d'une innovation technique. Voilà. Après, il y a plein d'autres innovations. Il y a une innovation d'usage, il y en a plein d'autres. Alors, une innovation technique, c'est que les fameux bétons qu'on utilise, on essaie de ne plus mettre de clinker, donc de Portland, dedans. Donc, en fait, le béton, c'est un matériau qui est extrêmement vieux. Hein, les Romains en faisaient, mais pas avec du clinker. Et il faut savoir qu'en fait, c'est le clinker qui apporte la charge, en fait, en émissions de gaz à effet de serre, enfin, la majeure partie de la charge en émissions de gaz à effet de serre dans une formulation de béton. Donc très clairement, le laboratoire béton, chez nous, travaille à des formulations sans clinker. Et donc, il y en a qui sont mises en œuvre justement sur ce village. C'est aussi mis en œuvre donc, sur les chantiers connexes, hein, les chantiers du Grand Paris. Voilà, donc ça, c'est pour une innovation technique. Voilà, il y a peut-être d'autres innovations. La technique n'est pas trop ma partie, donc non, mais bon, en tout cas, voilà ce que je disais un peu tout à l'heure et qui a été évoqué, c'est-à-dire déjà de pouvoir reconfigurer les bâtiments, que ce soit anticipé et qu'on puisse le faire sans destruction, mais juste en reconfiguration. Pour moi, déjà, c'est une innovation assez conséquente. Alors, je ne sais pas si on aura beaucoup l'occasion de le refaire parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de situations dans lesquelles on sait qu'on a un événement qui dure 15 jours ou 2 fois 15 jours et qu'après on peut passer à un nouvel usage qui lui, dont on espère qu'il sera un peu plus durable quand même, parce que malgré tout quoi. Mais voilà, en tout cas pour moi ça c'est déjà une innovation conséquente sur lequel ce projet olympique, ce village olympique notamment, nous aura certainement permis, quand je dis nous, c'est aux acteurs notamment qui sont intervenus en conception sur ces bâtiments et en réalisation. Je pense que ça aura fait progresser beaucoup de monde, quoi. Donc, j'ai pas eu une innovation particulière en tête, mais voilà, je crois que le village, on parlait tout à l'heure du recyclage des eaux, si jamais on progressait un peu là-dessus et qu'on arrive à répliquer ce type de solution, là aussi, je pense qu'on aurait fait un peu progresser notre société, notre pays, en tout cas, sur ces questions-là, quoi. En tout cas, il y a pas mal de jeunes entrepreneurs, en tout cas de start-up et tout, qui réfléchissent à construire différemment avec d'autres innovations. J'imagine qu'ils ont été aussi acteurs de ce projet. Peut-être à Céline. Bon, je vais vous parler du bâtiment cycle alors. Je vais essayer de faire vite, mais donc la question de la ressource en eau, comment on gère, alors pas que l'eau d'ailleurs, c'est vraiment le circuit court, la gestion de la ressource. Donc on a deux systèmes, les eaux noires, les eaux grises. Donc je fais un résumé rapide. Les eaux noires, les chasses d'eau. En fait, on a un système de chasse d'eau séparative où les urines sont stockées dans des cuves qui sont récupérées par une start-up qui les valorise à destination de l'agriculture. Donc toutes les urines sont récupérées, réutilisées. Les matières fécales sont compostées. En fait, on a des cuves dans les sous-sols du bâtiment qui permettent d'une réutilisation en compost au bout d'1 an, 2 ans, ça dépend en fait de l'organisation dans laquelle on va mettre en place le système. Et en fait, ce compost, on va le réutiliser, nous, dans les espaces végétalisés de notre quartier.
Donc ça, c'est les copropriétés qui s'en chargeront. Et tout ce qui concerne les eaux grises, donc les eaux des salles de bain, cuisine, etc., en fait, on a une station d'épuration intégrée dans le bâtiment qui récupère l'ensemble des eaux usées, qui les retraite pour qu'elles puissent être réutilisées dans le bâtiment, dans les chasses d'eau, évidemment, dans les lave-linges, dans les arrosages. Et donc, avec ces deux systèmes combinés, en fait, on arrive à récupérer, je vous disais, plus de 80, mais bon, plus de 80% des eaux usées. Alors, c'est un parcours du combattant, parce que là, on rentre dans, dans le régime du sanitaire et du code de la santé publique. Donc, on est en train de travailler tous ces sujets avec les services de l'État pour obtenir toutes les autorisations. C'est pas que simple, mais il y a un regard bienveillant, parce qu'évidemment, quand on se dit que dans une ville, il faut densifier, il faut construire des bâtiments capables d'accueillir beaucoup plus de monde, il faut aussi qu'il y ait les infrastructures, les réseaux capables de les accueillir. C'est pas toujours le cas. Redimensionner les réseaux, les stations d'épuration, c'est pas toujours le cas. Donc d'avoir la capacité de déployer ce type de bâtiment qui réutilise en grande partie ces eaux usées, ça peut être utile à sur un ensemble de territoires assez important. Merci Céline. Je ne sais pas si vous avez des questions. Nous sommes quasiment arrivés au bout de cette discussion. Pas de questions en salle. Écoutez, peut-être Laurent. Oui, juste une petite remarque pour boucler là-dessus, mais on a pas mal d'exemples sur le village olympique et globalement sur la ville de Saint-Denis en transformation qu'on évoquait tout à l'heure. Et pour reboucler peut-être par rapport à la première présentation sur la frugalité, moi je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je crois à la ville frugale en effet. Je crois surtout que le monde dans lequel on va doit nous obliger à être beaucoup plus inventifs, à travailler avec la ressource qu'on a sur place. Et typiquement l'exemple qu'on vient d'avoir sur les eaux, c'est ça. Nous, on vient d'annoncer pareil l'utilisation de la chaleur produite par un data center pour alimenter le centre aquatique olympique et la ZAC à côté. La ville de demain, c'est ça aussi. C'est ce qui n'a jusqu'à présent sans doute pas été fait, mais c'est comment chaque brique fonctionnelle de la ville, chaque élément qui est nécessaire à la vie en milieu urbain, se construit avec ses voisins et de manière positive, constructive et économique, surtout en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de ressources et de préservation de la biodiversité, qui sont nos sujets clés pour l'avenir. Voilà. Merci. Laurent, Armelle, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, ce que j'ai envie de dire, et c'est en fait, il y a énormément de solutions qui ont été développées. Il y a plein de solutions qui existaient. Il y en a plein qui se font par ailleurs. Là, je pense, par exemple, on a, dans le même genre, on a développé un morceau de quartier qui est chauffé par la chaleur qui est perdue par un tunnel. Et en fait, tout ça, finalement, ça existe, c'est possible. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à dialoguer pour rendre ça possible, parce qu'en fait, on ne parle pas des mêmes acteurs, on parle avec des acteurs avec lesquels on n'a pas l'habitude de parler. Contractuellement, c'est toujours super compliqué. Il faut qu'on fasse évoluer les normes, les réglementations, mais en fait, je reste persuadée qu'avec un peu de bon sens, on peut vraiment y arriver. Je pense que ce sera le mot de la fin. Merci en tout cas à tous les trois. Vous pouvez les applaudir. Merci. Merci Céline, Armelle et Laurent. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve à 17h, si c'est bien ça, à 17h, donc pour conclure cette première journée. Merci à tous et à tout à l'heure.